contient des méthodes abstraites, il faudrait dans les sous-classes définir toutes ces méthodes abstraites. Sinon, même la sous-classe, elle va rester abstraite et elle ne peut pas être instanciée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Et que dans une classe abstraite, quand j'ai des méthodes abstraites et j'ai par exemple une méthode qui n'est pas abstraite, la méthode qui n'est pas abstraite, elle peut appeler la méthode ou les méthodes abstraites. Donc, ça n'empêche pas l'appel parce que j'avance déjà les signatures des méthodes. Mais, en fait, ces méthodes abstraites, elles vont être définies dans les sous-classes. Donc, globalement, c'est ce qu'on avait vu dans les classes abstraites. Et on avait pris, en fait, les exemples de la classe forme qui était abstraite. Et j'avais pris, en fait, dans la classe forme, on avait deux méthodes abstraites qui permettaient de calculer le périmètre et la surface, si vous vous rappelez. La surface et le périmètre de la forme. Et il y avait une méthode qui comparait deux formes, mais une méthode plus grande. La méthode plus grande n'était pas abstraite. On ne peut pas avancer. Voilà. La méthode plus grande, on avait dit que pour comparer si une forme est plus grande qu'une autre, on avait comparé la surface de la forme, voilà, des deux formes. Et surface, c'est une méthode abstraite. Donc, il faut revoir un peu. Et là, on avait pris aussi un exemple de la classe personne. Une classe personne que j'ai déclarée extrait abstraite. Et pourtant, cette classe, elle ne contient pas des méthodes abstraites. Voilà, donc vous la voyez. J'ai mis juste le nom, le prénom et l'âge. J'ai mis un constructeur. Donc, dans une classe abstraite, je peux avoir un constructeur, même si je ne peux pas faire new person. Je ne peux pas créer avec new person, parce que c'est une classe abstraite. Voilà, j'avais la méthode toString. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dans la classe personne. Mais quand même, la classe personne, je l'ai déclarée abstraite. Après, j'avais l'intention donc d'étendre cette classe personne pour créer deux sous-classes, une classe étudiant et une classe enseignant. D'accord? Parce que pour moi, il n'y a pas une personne autre que étudiant et enseignant dans le champ de l'étude que je considère. Hein. Bon. Voilà, donc là, dans étudiant, j'ai ajouté quelques informations, quelques attributs. J'ai pris le constructeur de étudiant qui appelle forcément le constructeur de la superclasse avec super. J'ai repris la méthode toString. D'accord, je l'ai redéfinie. La même chose pour enseignant, personne. Après, donc, j'ai défini le constructeur enseignant avec l'appel à super, donc le constructeur de la classe personne. Et aussi, j'ai redéfini la méthode toString en précisant qu'il s'agit d'un enseignant et j'ai précisé donc le numéro de l'enseignant, l'expérience, le grade, la spécialité, ainsi de suite. Voilà, donc c'était ça le dernier exemple avec lequel j'avais terminé. Donc, on avait dit qu'on peut déclarer une classe abstraite sans qu'elle contienne aucune méthode abstraite. L'intérêt, c'est qu'on n'autorise pas la création d'objets de type superclasse. Parce que, en fait, ce type d'objet n'existe pas réellement dans le domaine de notre étude. Voilà. Une classe abstraite peut avoir un constructeur ou non. Le constructeur de la classe abstraite sera appelé par les constructeurs des sous-classes ou des classes dérivées. Bon, on peut définir toutes les méthodes dans une classe et la déclarer abstraite. Pourquoi? Parce qu'on n'autorise pas la création d'objets. Donc, si j'ai une méthode abstraite dans une classe, forcément, la classe, elle est abstraite. Mais si j'ai une classe abstraite, cela n'implique pas forcément que toutes les méthodes sont abstraites. Qu'il y ait une méthode abstraite, pardon. Cela n'implique pas forcément qu'il y a une méthode abstraite dans la classe. Voilà. Voilà, donc la deuxième partie du cours, c'est en fait les interfaces. Et je rappelle, bon, en fait, ça n'a rien à voir avec les interfaces graphiques. Hein. Alors, c'est quoi une interface? En fait, il faut retenir qu'une interface, c'est une classe complètement abstraite. D'accord? Complètement abstraite, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est défini dans cette classe, qui est une interface.
Voilà, donc vous lisez sur la diapo que une interface est une classe où aucune méthode n'est implémentée. C'est-à-dire qu'on va, dans cette interface, on va juste annoncer des prototypes, des signatures de méthode. Donc, j'ai des signatures de méthode, je peux avoir des constantes de classe aussi. Dans une interface, je peux définir des constantes de classe. Ces constantes de classe, c'est des constantes que j'ai définies avec final static. Donc, il y a certains étudiants qui ont une petite question sur ça. Une constante de classe, vous la définissez avec final static. Et on l'a tellement dit et redit et utilisé dans les exemples alors que j'ai trouvé des réponses fausses. Bon. Donc, une interface est une classe complètement abstraite. Voilà, donc la syntaxe de définition de l'interface. Donc, l'interface, vous ne la définissez pas avec le mot classe. Vous la définissez avec le mot interface. Comme vous voyez, donc interface, vous donnez un nom à l'interface. Au lieu d'écrire classe, c'est interface. Je peux avoir une liste de constantes de classe. Bon, c'est optionnel, je peux ne pas avoir de constantes. Et ce que j'ai dans l'interface, c'est des signatures de méthode. Donc, à chaque fois, j'ai une signature de méthode, je termine par un point virgule. Une deuxième signature de méthode, je termine par un point virgule, et ainsi de suite. Donc, vous lisez la suite de la diapo. Voilà, donc il y a quelques règles par rapport aux interfaces. Là, bon, si vous définissez abstract, public pour l'interface, en fait, ils sont implicites, hein. L'interface doit être publique. Même les classes abstraites doivent être publiques parce que vous allez les dériver. Vous n'allez pas les dériver forcément dans le même package. Vous allez devoir les utiliser dans des packages externes. Donc, toutes les classes, y compris les interfaces, il faut les déclarer publiques. Et même si vous ne mettez pas, c'est implicitement une interface, elle est publique. Vous pouvez mettre abstract interface, mais ça ne sert à rien, absolument à rien, parce que quand je mets interface, cela sous-entend qu'elle est complètement abstraite. Donc, on ne met pas. On ne met pas abstract. Bon, on peut mettre public, mais en fait, c'est sous-entendu. Donc, les mots abstract et public, ils sont implicites pour une interface. C'est sûr qu'une interface n'est pas instantielle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire, vous écrivez une interface I, vous ne pouvez pas faire quelque part new I pour créer un objet de type interface, de type I. Parce que l'interface n'est même pas implémentée. Les méthodes ne sont même pas implémentées. C'est plus qu'une classe abstraite. Donc, on ne peut pas l'instancier et on ne peut pas définir de constructeur dans une interface. Donc, contrairement à la classe abstraite où je peux définir un constructeur, mais le constructeur, il est juste utilisé pour définir des constructeurs des sous-classes. Dans l'interface, je n'ai pas le droit de définir un constructeur. Il n'y a pas de constructeur. Et il n'y a pas d'attribut d'instance. Donc, tout ce que je peux définir, c'est des attributs de type final statique, des constantes de classe. Si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, il n'y a même pas ces constantes. Bon, pourquoi on définit en fait une interface? Bon, a priori, elle ne sert pas à grand-chose si je ne peux pas l'instancier, si rien n'est défini à l'intérieur. En fait, une interface, pardon, elle est là pour être implémentée après. Elle est implémentée par des classes. D'accord? Donc là, je définis une interface qui va donner en fait des signatures communes de méthodes qui vont être utilisées par toutes les classes qui vont implémenter cette interface. Je peux avoir une classe qui implémente l'interface, une deuxième classe qui implémente l'interface, une troisième classe qui implémente l'interface. Euh, En fait, il faut savoir que les implémentations dans ces classes, elles vont être différentes. C'est vrai qu'elles implémentent l'interface. Donc, toutes les signatures de méthode doivent être respectées comme elles ont été annoncées dans l'interface.
Mais le corps des méthodes, il va être différent d'une classe à l'autre. Le corps d'une méthode qui est annoncé dans l'interface, il est différent. En réalité, il est différent dans une classe A par rapport à une classe B, par rapport à une classe C, qui implémente toute l'interface. Donc, pour implémenter une interface, là, on va voir un nouveau lien, c'est le lien implements. Donc, on a vu le lien extends, c'est l'héritage. Et là, en fait, c'est le lien implements qui va implémenter une classe qui doit implémenter l'interface. D'accord? Implémenter l'interface, ça veut dire qu'elle va définir toutes les méthodes qui ont été annoncées dans l'interface comme signature, avec des signatures, elle va toutes les implémenter. La classe doit toutes les implémenter. Donc, j'écris classe A, par exemple, et implement I. Et I, c'est l'interface que j'aurais définie avec des signatures de méthodes. Ça va, vous entendez bien? Le son, il est bien? Madame, ça se coupe un peu, mais c'est compréhensible. D'accord, ça se coupait, voilà. Donc bon. Vous essayez de suivre avec moi alors sur les diapos parce que tout ce que je dis, il est déjà écrit. Voilà, donc sur un petit schéma, voilà comment je schématise le lien implement. Alors, je reviens à la diapo précédente. Donc, on a dit une interface. Une interface, c'est quelque chose qui va annoncer juste des signatures de méthode, c'est-à-dire juste les prototypes. Donc, l'interface n'implémente rien. C'est une classe, en fait, qui est complètement abstraite. D'accord? Et on n'écrit pas le mot abstract parce que quand j'écris interface, cela sous-entend que c'est abstrait. D'accord? C'est une classe abstraite. Alors, l'interface, elle est là pour être implémentée. Donc, je vais devoir implémenter cette interface. Qui est-ce qui implémente l'interface? En fait, ça va être des classes. Comment écrire qu'une classe va implémenter l'interface? C'est classe, le nom de la classe implémente l'interface. Donc, la classe, elle implémente l'interface. Et quand je dis la classe implémente l'interface, qu'est-ce qu'on va implémenter dans la classe? On va écrire toutes les méthodes. En fait, toutes les méthodes que j'ai annoncées dans l'interface, je vais les écrire dans la classe. Voilà, donc j'ai été sur le schéma. Donc, regardez le schéma. Donc, on nous dit, voilà, il y a une interface I, d'accord? Elle contient des constantes statiques, en fait, des constantes de classe, et des signatures de méthode. Donc, les constantes, pas toujours. Et j'ai au moins une signature, ou la 2 ou la 3 de méthode. Après, je veux créer une classe à partir de l'interface. En fait, je vais implémenter la classe à partir de l'interface. Donc, implement, c'est le lien implement que je schématise avec une flèche en pointillé, une flèche vers le haut, vers l'interface, et en pointillé. Voilà, dans la classe A, regardez ce que je vais avoir. Je vais zoomer. Voilà, dans la classe A, je vais avoir des attributs de cette classe parce qu'en fait, je n'ai pas défini d'attributs dans l'interface. Donc, je vais avoir des attributs dans la classe. Je vais avoir des méthodes, d'accord, dans cette classe. Et bien, quelles sont les méthodes que je vais avoir dans cette classe? Je vais aussi avoir un constructeur, etc. Qu'est-ce que je vais avoir dans cette classe? Je vais avoir toutes les méthodes qui sont définies dans l'interface. Il faut que je les définisse, qui sont avancées dans l'interface. Il faut que je les définisse dans la classe. Il faut que j'écrive leur corps. Voilà. Donc, on vous met à gauche, la classe doit implémenter toutes les méthodes de l'interface. Si la classe n'implémente pas toutes les méthodes de l'interface, ça va être une classe abstraite parce qu'elle va laisser quelques méthodes qui ne sont pas implémentées. Si une classe laisse une méthode qui n'est pas implémentée, ça veut dire que c'est une classe abstraite. D'accord? Voilà, ça c'est ce qu'on a vu au début. Alors, quelques règles d'implémentation d'une classe à partir d'une interface. Eh bien, le schéma que vous voyez là,
le schéma que vous voyez à droite. Donc, j'ai deux interfaces et j'ai une classe. D'accord. La classe qui va implémenter deux interfaces en même temps. D'accord. Donc, là, dans la classe A, je devrais implémenter toutes les méthodes de l'interface I1, toutes les méthodes de l'interface I2. Si je n'implémente pas tout, eh bien, la classe A, elle va être abstraite. Là, c'est comme un héritage multiple, si on veut. On avait dit que en Java, l'héritage multiple, il n'est pas permis. Je ne pouvais pas avoir ce schéma avec le extends, c'est-à-dire une classe C qui étant une classe A et une classe B en même temps. Ça, ce n'était pas possible. L'héritage multiple n'était pas possible en Java. C'est-à-dire je ne peux pas avoir classe C extends A, virgule B. Deux classes en même temps. Avec les interfaces, c'est une classe A implement I1, virgule I2. C'est-à-dire qu'elle va implémenter toutes les méthodes de l'interface I1. Elle va implémenter aussi toutes les méthodes de l'interface I2. Voilà, ça c'est une règle, juste pour dire que je peux implémenter une classe à partir de plusieurs interfaces. Il suffit de séparer, après le lien implement, il suffit de séparer les noms des interfaces par une virgule. Je vais essayer une autre connexion. On va voir si c'est mieux pour le son. Sinon, je reviens à cette connexion. Non, je ne pense pas que ça va être mieux. Bon, je vais quand même essayer. Je vais essayer une autre connexion. Non, elles ne sont pas identiques, les interfaces. Non, non, elles ne sont pas identiques. Ça ne sert à quoi d'avoir des interfaces identiques? Qu'est-ce que ça veut dire deux interfaces identiques que je vais implémenter? Non, elles ne sont pas identiques. Ça veut dire qu'il y a des méthodes. Il y a des signatures de méthodes dans I1, il y a d'autres signatures de méthodes dans I2. Et la classe A, elle va tout implémenter. Si on en a besoin, je vous dis que c'est possible de le faire, si vous en avez besoin. D'accord? Bien sûr qu'elles ne sont pas identiques. Bon, je vais essayer une autre connexion. Voilà, donc je disais qu'une classe pouvait implémenter plusieurs interfaces. C'est la même qualité de son ou c'est pire? Allô? C'est pire, d'accord. Donc je reviens à l'autre. OK. On perd du temps comme ça. OK, je suis revenue à la première, hein. C'est bon. OK, inutile de trop perdre de temps. Voilà. Donc on avance sur la diapo suivante. Alors, une autre règle, c'est qu'une interface peut étendre une autre interface. Donc, ça, c'est des généralités. Je peux définir, donc l'interface, elle est là pour être implémentée. Qui est-ce qui implémente l'interface? C'est une classe ou plusieurs classes qui vont implémenter l'interface. À chaque fois qu'une classe doit implémenter une interface, on doit définir toutes les méthodes de l'interface à l'intérieur de cette classe. Si on ne définit pas tout, la classe va rester abstraite. D'accord? La règle qu'on vient de voir, c'est que une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Donc là, elle doit implémenter toutes les méthodes de toutes les interfaces. Une autre règle, c'est que je peux avoir un lien extens entre interfaces. Entre deux interfaces, je peux avoir un lien extens. D'accord? C'est un héritage. Quand je dis qu'une interface étant une autre interface, ça veut dire que l'interface, elle va hériter de toutes les méthodes de toutes les signatures de la super interface et elle peut définir d'autres signatures de méthodes. Ça, c'est le lien d'héritage classique. Mais
qu'elle va hériter? Elle va hériter des signatures de méthode. Elle ne va pas hériter des méthodes parce qu'elles ne sont pas implémentées. Là aussi, donc, il y a un héritage multiple entre interfaces. C'est qu'une interface, elle peut hériter de plusieurs autres interfaces. Ce que vous voyez ici, interface I, par exemple, extends I 1,I2. Une interface peut étendre plusieurs autres interfaces. Ce qui veut dire que notre interface, là, qui étend les autres, elle va hériter de toutes les signatures de méthode et toutes les constantes éventuellement qui sont définies dans I1 et I2. Et dans notre interface, on peut définir encore d'autres signatures de méthode, de nouvelles signatures de méthode. Donc, c'est le lien extend classique avec une possibilité d'héritage multiple entre interfaces et ce qu'on va hériter, on va hériter des signatures de méthode et on va hériter éventuellement des constantes de classe si elles sont définies dans les super interfaces. Voilà. Après, on vous dit plusieurs classes peuvent implémenter la même interface. Oui, c'est normal. En fait, quand j'écris une interface, c'est pour qu'elle soit implémentée par en fait, plusieurs classes. Parce que si elle est implémentée par une seule classe, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Lorsqu'une interface est implémentée par une seule classe, je me dis pourquoi passer par l'interface? Je définis ma classe et c'est tout. D'accord? Je définis ma classe et c'est tout. Maintenant, l'intérêt, c'est qu'une interface peut être implémentée par plusieurs classes. Et les implémentations vont être différentes dans les classes. D'accord? Donc, je vous laisse lire cette diapo. Voilà, un exemple. Donc, en fait, générique, hein, il n'est pas implémenté. On vous dit plusieurs classes peuvent implémenter la même interface. Voilà, je définis une interface que j'appelle liste. Donc, j'ai mis un E. Hein. C'est pas liste, c'est pas l'interface liste qui est prédéfinie dans Java. L'interface liste qui est prédéfinie dans Java, il n'y a pas de E. Hein. Donc là, c'est ma liste. C'est mon interface. Interface liste. J'ai mis quelques signatures de méthode. J'en ai mis 3. D'accord. Ajouter. Et là, j'ai mis int. Donc, j'aurais pu mettre object carrément. Hein. Ce n'est pas un int forcément. Je peux ajouter un objet. Donc, ajouter. Alors, supprimer. D'accord, supprimer un élément, ajouter un élément et rechercher. Rechercher un élément qui va dire il existe ou il n'existe pas, qui va renvoyer true or false, un booléen. D'accord. Et bien, voilà. Donc, j'ai annoncé 3 signatures de méthode. Une signature pour l'ajout, une signature pour la suppression, une signature pour la recherche d'un élément. Bon, là, j'ai pris des int, mais ce n'est pas grave. À partir de cette interface, l'interface liste, on peut implémenter donc, plusieurs structures. On peut implémenter plusieurs classes. Je dirais class list FIFO implements list. Class list LIFO implements list. Class list trier implements list. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on vous dit, on peut implémenter une liste FIFO ou alors une liste LIFO, une liste triée, une liste sans répétition, etc. Maintenant, si j'implémente une liste FIFO à partir de cette interface, d'abord, quand je dis implement,
liste FIFO. Je peux décider d'implémenter la liste sous forme d'un vecteur. Vous voyez, il n'y a pas les attributs, on n'a rien défini. Je peux décider d'implémenter ma liste sous forme d'un vecteur, comme une array list. D'accord? Je peux décider de l'implémenter comme une liste chaînée, avec les pointeurs, avec les références d'éléments, etc. Donc, l'implémentation elle-même, est-ce que je vais implémenter sous forme de vecteur ou de liste? Peu importe, je ne la vois même pas dans l'interface. Je vais décider de cette implémentation dans les classes qui implémentent l'interface. D'accord? En plus, quand je veux ajouter un élément dans une liste FIFO, je vais aller l'ajouter à la fin, après le dernier. Donc, même si c'est un tableau, je vais aller ajouter à la fin. D'accord? Si c'est une liste LIFO, vous voyez que dans une liste LIFO, quand j'ajoute un élément, je l'ajoute au début. D'accord? C'est comme la pile. La liste LIFO, c'est comme la pile. La liste FIFO, c'est comme la file. Donc, ajouter un élément pour une liste FIFO, quand je dis class list FIFO implements list, et je commence à écrire la méthode à ajouter, je vais m'arranger pour aller ajouter à la fin. Quand je mets class list FIFO implements list, et j'écris la méthode ajouter, je vais m'arranger pour ajouter l'élément au début. D'accord? Quand je mets par exemple liste triée, si je fais une liste, si je crée implémenter une liste triée à partir de cette interface liste, je vais m'arranger pour ajouter l'élément à l'endroit qu'il faut pour garder l'ordre de tri. Quand je dis je vais implémenter une liste sans répétition, je vais m'arranger à chercher d'abord est-ce que l'élément existe. S'il existe, je ne vais pas l'ajouter. Donc, vous voyez, la méthode ajoutée, elle va être différente que j'implémente une liste FIFO, que j'implémente une liste FIFO, que j'implémente une liste triée ou alors que j'implémente une liste sans répétition. Ça va être différent, d'accord? Parce qu'il y a des traitements spécifiques à faire pour chaque classe qui implémente l'interface. Mais je ne vais pas changer la signature de la méthode, ni le nom, ni les paramètres. D'accord? La même chose, là, si je dois supprimer, par exemple, un élément dans une liste triée, quand je fais ma recherche, déjà rechercher un élément dans une liste triée, quand je fais ma recherche, je vais m'arrêter dès que je trouve un élément qui est supérieur à l'élément que je cherche. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Maintenant, si c'est une liste qui n'est pas triée, je suis obligée d'aller jusqu'à la fin. Donc, les implémentations, il y a des différences au niveau des implémentations. Encore plus, je vous ai dit, je peux même implémenter cette liste soit sous forme de vecteur, soit sous forme de liste chaînée. D'accord? Parce que rien n'est indiqué dans l'interface. Ce qu'il y a, c'est que avec les signatures de méthode, je devrais toutes les implémenter dans les classes qui implémentent l'interface et je devrais respecter intégralement les signatures de ces méthodes. OK? Et d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé par Java. On va voir dans le chapitre collection. Java, il utilise dans le framework des collections, il utilise des interfaces à partir desquelles il implémente des classes abstraites et à partir des classes abstraites, il implémente des classes concrètes qu'on peut utiliser. Voilà, donc je continue, ça c'est sur mon exemple là. Donc chaque classe doit implémenter toutes les méthodes de l'interface avec un code spécifique, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc voilà comment on écrit public class list LIFO par exemple, implements list. Et je commence à mettre donc, des attributs. J'ai dit là, si vous implémentez sous forme d'un vecteur, vous allez mettre un attribut sous forme de vecteur. Sinon, vous allez implémenter sous forme de référence d'objet, etc., avec des liens. C'est une liste chaînée. Donc là, vous avez le constructeur de votre classe liste LIFO, par exemple, et vous allez reprendre toutes les signatures de méthode, une à une, et vous allez écrire le corps de chaque méthode, dans toute classe qui implémente l'interface. مادام نقدروا نزيدوا حتى ميثود زياده على لا كلاس Il y a normalement, on n'ajoute pas. Il y a, on n'ajoute pas, non.
On n'ajoute pas, lorsque je mets implement, le lien implement, c'est implémenter l'interface. إلا حبيت نزيد لازم نزيد في الانترفاس. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'utilité de ces interfaces, c'est d'avoir quelque chose de standard, des signatures de méthodes standards que je vais trouver dans toutes les classes qui implémentent l'interface. Et tu peux ajouter, hein, tu peux ajouter. Si, tu peux ajouter des méthodes. Mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, dans le framework des collections, toutes les méthodes qui sont implémentées, c'est des méthodes qui sont annoncées dans l'interface. D'accord. Mais tu peux implémenter, c'est vrai que tu peux ajouter une autre méthode. D'accord. Mais après, il faut voir l'utilité. L'essentiel, il faut implémenter toutes les méthodes de l'interface. Voilà, donc je prends un exemple d'interface comparable. Et voilà, là, ça va répondre à ta question. Dans ta classe, tu peux avoir d'autres méthodes. D'accord. L'essentiel, tu implémentes ton interface. Mais là, tout dépend de ce que tu veux faire de cette classe. Donc, en Java, vous avez une interface qui s'appelle comparable. Elle est prédéfinie. Il n'y a rien de spécial dans cette interface. Vous voyez comment elle est définie. Juste une signature de méthode. La méthode compare to. Bon, je vous laisse lire la diapo. Voilà, donc là, cette interface comparable, elle est là, elle est définie dans java.lang, d'accord, dans le package par défaut. Voilà qu'est-ce qu'elle a, juste une méthode compareTo qui prend n'importe quel objet en paramètre, donc un objet de type object, c'est-à-dire n'importe quel objet, et elle retourne un int. Elle retourne 0. Elle compare deux objets d'une certaine classe, n'importe quelle classe. Donc, elle compare deux objets pour retourner 0 si les deux objets sont égaux, moins 1 si le premier objet est inférieur au deuxième, et plus 1 si le premier objet, le D, il est supérieur à l'objet qui passe en paramètre. Oui, oui, oui. Quand tu mets interface, c'est public abstract. Je vois ta question. Oui. Donc, implicitement, c'est public abstract. Interface comparable. D'accord. Donc, cette interface est souvent implémentée, on vous dit l'interface comparable, elle est souvent implémentée par des classes où on veut avoir un ordre des éléments. Donc, lorsque je veux trier une structure d'éléments, donc je pense souvent à implémenter l'interface comparable. D'accord. Parce qu'en fait, je devrais implémenter cette méthode qui permet de comparer les éléments. Et quand j'ai une méthode qui permet de comparer les éléments, je pourrais ordonner les éléments. D'accord. Si je n'ai pas une méthode qui permet de comparer les éléments, je ne pourrai pas les ordonner. Okay. Voilà, donc en avance, vous allez voir sur l'exemple. Je prends un exemple pour implémenter cette interface comparable et voir c'est quoi l'intérêt d'implémenter cette interface comparable. D'accord. Voilà, donc j'ai pris une classe résultat, donc j'ai simplifié au maximum. Hein. Donc je prends le résultat d'étudiants, d'une certaine population d'étudiants. Je prends des résultats avec juste, je prends le nom et le prénom de l'étudiant et sa note globale.
D'accord? OK. Un nom, prénom et une note. Et après, je voudrais trier les résultats des étudiants. D'accord? Je vais trier en fait les résultats des étudiants. Ça veut dire que je vais trier par rapport à la note. OK? Donc, voici ma classe résultat. Et ma classe résultat, elle comporte quoi? Vous suivez avec moi. Ma classe résultat, elle comporte nom, prénom de type string et note de type float. D'accord. Bon, là, je n'ai pas mis private, etc. Donc, vous pouvez ajouter après pour les attributs. Donc, le nom, le prénom de type string et la note de type float. J'ai mis un constructeur qui va renseigner le nom, le prénom et la note par rapport à cet objet résultat. La méthode toString qui va retourner le nom, prénom et la note séparés par des tabulations. C'est ce que je voudrais avoir à l'affichage. Une colonne de nom, une colonne de prénom, une colonne de note. Et vous remarquez là, ce que j'ai mis au début, classe résultat implements comparable. D'accord. Donc, je vais implémenter l'interface comparable. Okay. Alors, si je dois implémenter l'interface comparable, je devrais implémenter la méthode compareTo. C'est tout. Il y a une seule méthode dans l'interface comparable. Donc, regardez comment je fais. Je reprends la signature de la méthode telle qu'elle a été annoncée, l'interface. Donc, je mets public int compareTo object obj. D'accord. Donc, je prends le paramètre de type object. Vous le voyez. Comme j'implémente l'interface, je reprends la même signature de la méthode, telle qu'elle a été définie dans l'interface. Je fais quoi? En fait, cet objet obj que je fais passer en paramètre, je le caste en résultat. Parce que moi, je vais comparer des résultats. Je vais comparer des objets de type résultat. Je vais comparer quoi? Je vais comparer le this, d'accord, avec le obj qui passe en paramètre. Mais le obj qui passe en paramètre, je vais le transformer en quelque sorte, cette référence, je vais la caster en résultat. Ah, le cast explicite, c'est le cours, en fait, c'est le dernier cours du polymorphisme. C'est classe mère vers classe fille. Vous avez révisé le cours? J'ai dit, il faut lire le cours. Le cast explicite, là, vous avez un objet obj de type object, du type superclasse. C'est la superclasse de toutes les classes. Comme moi, je vais comparer des objets de type résultat. Je vais faire quoi? Je vais prendre une référence que je vais appeler R et je vais caster ce résultat, cet objet obj, cette référence obj en résultat. C'est-à-dire que moi, je vais considérer des objets de type résultat. C'est normal. C'est normal. Je ne vais pas considérer un objet de type object. Pour moi, c'est abstrait. D'accord? Moi, je vais comparer des résultats. Donc, je prends ce obj et je mets entre parenthèses, juste avant obj, je mets résultat. Là, c'est une conversion, si on veut. Je convertis obj en résultat. Au lieu de le laisser comme super objet, object, je vais le transformer en résultat. Voilà. Je fais une sorte de conversion de référence. Et je vais travailler avec R. C'est classe mère vers classe fille. C'est classe mère vers classe fille. Tu as un object qui est super classe, tu le transformes en résultat. Résultat, c'est classe fille. On a dit toutes les classes définies dans Java et tout ce que vous définissez vous-même, ils héritent tous d'une super classe qui est la classe object. Et la classe object, en quelque sorte, en gros, elle contient des méthodes, comme la méthode toString, qu'on est en train de redéfinir à chaque fois, la méthode equals, la méthode clone, et ainsi de suite. Elle contient un certain nombre de méthodes qui sont héritées par toutes les classes et que, en général, on les redéfinit pour pouvoir les utiliser convenablement.
OK. Alors, pour bien comprendre ces conversions de type, allez-y travailler l'exercice 4 de la série 4 et révisez le cours en même temps, exo 4, série 4, et la partie 3 de l'héritage, partie 3 du chapitre héritage. La dernière partie qu'on devait faire le mardi, le fameux mardi, à 13 heures. Bon, donc là, comment je vais comparer le bis avec le R? Je vais comparer les notes. Ça, vous comprenez, hein, ce que je mets en bas. Je vous laisse le temps donc de lire cette méthode compare to. Pourquoi on met object pour OBJ? Pourquoi le type de OBJ, c'est object? Pourquoi le type de OBJ, c'est object? Je ne suis pas convaincue par toutes ces réponses. Pourquoi le type de OBJ, c'est object? Je sais pas واش غنكومباريو. Oui, ما على باليش واش غنكومباريو. parce que il faut dire que l'interface comparable dans laquelle j'annonce la signature de la méthode, elle peut être implémentée par n'importe quelle classe. N'importe laquelle. Là, on l'utilise pour la classe résultat. Mais je peux l'utiliser pour une autre classe, une classe point, une classe produit, une classe. Oui, je vais comparer des prix de produits, par exemple. D'accord? Je mets object. Bon, ma chérie, elle a dit je mets. Elle a été définie comme ça avec un type générique object. Parce qu'elle peut être implémentée par n'importe quelle autre classe. Et on ne sait pas de quelle classe il s'agit. Donc, on la prend comme elle a été définie avec le paramètre de type object. Et à chaque fois, on caste. On caste selon, on fait une conversion de type selon le type qu'on est en train d'utiliser. Maintenant, on utilise les réponses explicites. Voilà, donc là, je vais comparer le R qui est résultat avec le 10 qui est résultat. If 10 point note est inférieur à R point note, je retourne moins 1. If 10 point note est égal à R point note, je retourne 0. Sinon, je retourne 1. Là, vous comprenez, hein, le comparateur. Il compare des notes d'un objet résultat R avec l'objet résultat 10. D'accord? Voilà. Je me suis juste arrêtée un peu sur la conversion, sur le passé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans cette méthode main, je vais créer un tableau de type résultat. Donc, dans un tableau V, donc vous voyez, je le définis avec des crochets. Je vais créer un tableau de 100 éléments de type résultat. D'accord? Donc, je vais avoir 100 résultats, d'accord? 100 résultats de type, en fait, 100 objets de type résultat. Donc, c'est les résultats de 100 étudiants, les notes de 100 étudiants. Je vais remplir donc ce tableau, d'accord? Voilà, donc résultat V égale new résultat de 100, new résultat de NB. NB, je l'avais initialisé à 100. Là, je vais demander à chaque fois le nom, le prénom et la note de l'étudiant et je vais faire V de I égale new résultat, donc prénom et note. Donc, à ce niveau, quand je définis comme ça le tableau égale new résultat de NB, qu'est-ce que je vais avoir dans V? À ce stade, qu'est-ce que j'ai dans V? Voilà, j'ai des références nulles partout. Maintenant, je vais créer des objets dans V de I. Voilà, je vais créer des objets égale new résultat
résultat, nom, prénom et note. Donc, à chaque fois, V de 0, je vais mettre un objet résultat. V de 1, je vais mettre un autre objet résultat, V de 2, etc. Et après, donc bien sûr, quand je vais introduire les noms, prénoms et les notes des étudiants, les notes ne sont pas triées. D'accord? Je vais introduire les noms, prénoms et les notes en n'importe quel ordre. Alors, pour trier les résultats que je mets dans le tableau V, j'utilise la méthode SORT. Regardez ce que je mets en bleu. J'utilise la méthode SORT. C'est une méthode qui est prédéfinie dans une classe Arrays. D'accord? Une classe Arrays prédéfinie en Java qui contient une méthode de tri. D'accord? La méthode de tri, c'est la méthode SORT. D'accord? Qui permet de trier des tableaux. Donc, je lui donne le tableau en paramètres et j'appelle arrays.sort. Elle est de quel type cette méthode? La méthode sort. C'est une méthode statique. Elle est statique. Je l'appelle avec le nom de la classe. Elle est définie dans la classe arrays. Oui, c'est une méthode de classe. Elle est définie dans la classe arrays. Donc, je l'appelle, comme on a bien expliqué dans le chapitre 3, arrays.sort. Et je mets en paramètre le vecteur que je veux trier. Donc, elle dit la méthode de tri, comment elle sait qu'il faut trier selon la note? Comment elle le sait? Elle le sait par rapport à la méthode compare-to qu'on a définie. Donc, cette méthode sort, elle a besoin qu'on définisse la méthode compare. Elle a besoin qu'on implémente l'interface comparable. D'accord? C'est pour ça qu'au préalable, on a pris la classe résultat, on a implémenté l'interface comparable et on a implémenté le compare-to pour dire que là, dans cette classe, moi, je vais comparer selon les notes. Je vais me retourner -1, 0 ou 1 selon que la note soit inférieure, supérieure ou alors égale. D'accord? Et j'appelle la méthode sort qui va utiliser cette méthode compare-to pour me comparer mes résultats. Donc, automatiquement, je vais avoir mes résultats qui seront triés selon la note. Si j'avais défini le compare-to selon les noms, le compare-to, je l'avais défini selon les noms et pas selon les notes. Quand j'appelle le sort, il va me trier selon les noms. D'accord? Donc, c'est par rapport à ce que je définis dans le compare-to. OK, voilà. Donc, les résultats des candidats, après, on va les afficher, donc de 0 jusqu'à 100. On va afficher, donc dans chaque ligne, on va afficher un V2I. Donc, on va afficher le nom, le prénom, la note. Le nom, le prénom, la note, etc. Vous allez avoir des notes qui sont triées dans l'ordre croissant. Est-ce que c'est compris pour cette interface comparable? Et on va souvent l'utiliser, l'interface comparable, à chaque fois qu'on a besoin d'avoir un ensemble trié, un vecteur trié, une liste triée, etc. On va mettre, donc on va utiliser, on va implémenter l'interface comparable. Il y a aussi une autre interface, c'est l'interface comparator. Après, vous allez voir la différence. C'est aussi pour comparer, mais en fait, c'est un peu différent. Donc, il y a deux interfaces qu'il faut implémenter, en fait, l'une ou l'autre, hein, qu'il faut implémenter pour pouvoir avoir des structures triées, soit l'interface comparable, soit l'interface comparator. Mais pas de la même manière. Vous allez voir qu'il y a une différence lorsque j'utilise le comparator. Est-ce qu'il y a des questions ou alors on peut avancer? Si je veux trier dans l'ordre décroissant, parce que là, quand je mets saute, automatiquement, c'est l'ordre croissant hein, quand je demande de trier. Donc, je vais avoir, par exemple, la première note 5, la deuxième note 7, la troisième note 10, et ainsi de suite. Hein. C'est l'ordre croissant. Si je veux trier dans l'ordre décroissant,
pour avoir le meilleur au début. Comment je fais? Vous avez entendu ma question? مادام تريه وكاين فونكسيون ميثود تنفيرسي. Reverse, elle est اه définie dans quelle classe? je pense dans erase Hein? Raise.reverse. نورمالمون Elle est statique. Tu l'as essayé? نو Oui, مازال. il y a une méthode. Oui, il y a une méthode qui permet d'inverser, mais ça, c'est avec les collections. Euh, Sinon, ce que je peux faire, il y a une astuce. Si je ne connais pas la méthode, il y a une astuce. Qu'est-ce que je fais? Dans le compare to, quand je définis le compare to, je vais inverser. Là où j'ai mis -1, je mets 1. Là où je mets 1, je mets -1. D'accord? Donc, si le 10 point note est inférieur à m point note, je retourne 1. Et à la fin, S, je retourne -1. Donc, quand j'inverse l'ordre, la logique, d'accord? Automatiquement, quand je fais le sort, je vais avoir l'ordre décroissant. C'est logique, hein, d'accord? Sinon, c'est vrai, il y a le reverse aussi. Oui, le sort, il dépend de compare to, bien sûr, c'est ce que je disais. Si je n'avais pas défini un compare to dans ma classe et j'appelle le sort, il va vous dire, je ne sais pas, il va vous dire, je ne sais pas comment trier votre tableau. Vous allez avoir une erreur. D'accord? Il faut définir le compare to. Donc, on vous dit la classe Erase, elle contient aussi d'autres méthodes comme le binary search, c'est la recherche dichotomique, equals qui vérifie l'égalité entre deux vecteurs si deux vecteurs contiennent exactement les mêmes éléments, fill qui remplit un vecteur avec une valeur spécifique, donc identique dans toutes les cases, etc. Euh, les mêmes objets dans toutes les cases. Donc là, c'est juste une indication. Je ne sais pas. Oui, voilà. Donc la classe Arrays, si vous voyez ici, elle est définie dans java.util, hein, java.util.arrays. D'accord? Donc, je l'importe. Tout ce qui est tableau et collection, c'est dans java.util. Et là, vous voyez la méthode, en fait, la méthode sort, vous voyez en bleu à droite. Je vous donne la signature de la méthode, public statique, donc elle est statique, void, sort, object et crochet. Donc, je lui donne en paramètre un tableau d'objets. Quand vous voyez objet crochet, ça veut dire que le paramètre, c'est un tableau d'objets. C'est clair? Il faut savoir utiliser les signatures des méthodes. Par exemple, si je l'avais donné comme indication dans un examen, si j'avais dit, par exemple, la méthode sort définie dans la classe Erase avec la signature public static void sort object crochet est utilisée permet de trier des vecteurs, permet de trier des tableaux. Et ça, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir écrire Erase.source de V. D'accord? Donc, les signatures de méthode, quand on les donne, c'est très important de les comprendre et comment on va les utiliser. Voilà, donc on va avancer. Donc, dernier point sur ce chapitre interface, cette partie interface, c'est la définition d'une classe à partir d'une interface et d'une autre classe.
Je viens de me rappeler que lorsqu'on a fait le présentiel, l'exercice en présentiel, on avait utilisé cette notion de cast explicite. Je me demande pourquoi vous êtes étonnés. Le cast explicite, on l'avait bien utilisé dans la dernière question de l'exercice. Lorsqu'on avait une référence CPT, on avait écrit compte épargne comme ça. J'écris dans le chat. On avait écrit comme ça. Compte épargne. Point calcul intérêt, je pense. On avait appelé une méthode point calcul intérêt. Voilà, comme ça. On avait une référence, bon, il y a une parenthèse qui manque, hein. Une parenthèse qui manque. Pas grave. Donc, on avait pris une référence CPT de type compte, qui est une super classe. Donc, on avait la classe compte et la classe compte épargne extends compte. Donc, on avait CPT qui parcourait tous les comptes. Et après, pour calculer, après on avait vérifié if CPT instance of compte épargne, est-ce que c'est un type compte épargne? On avait pris CPT, on l'a casté en compte épargne pour appeler une méthode calcul intérêt qui est définie dans la sous-classe. Et là, on a fait un cast explicite. On a pris la référence de type compte, donc CPT qui est de type compte, on l'a casté en compte épargne et on a appelé une méthode de la classe compte épargne. Donc, on l'a bien fait, hein, on l'a utilisé. Bon, je reviens donc ici, définir une classe à partir d'une interface et d'une autre classe. On vous dit, en Java, il est possible de créer une classe qui implémente une interface et qui étend une autre classe. Donc, vous pouvez utiliser en même temps le lien implements et extends. C'est une manière, on vous dit, c'est une manière de simuler l'héritage multiple, parce que j'avais dit qu'une classe C, je ne peux pas écrire. On ne peut pas écrire, donc je vais écrire dans le chat. On ne peut pas écrire. Par exemple, classe C extends A. Ça, on ne peut pas. Classe C extends A et B, ce n'est pas possible. Mais on peut écrire classe C extends B, extends A, implements I. Extends A, implements I, ça veut dire elle est dans une classe et elle implémente une interface. C'est comme si je faisais un héritage multiple, mais à partir d'une classe et d'une interface. Ce qui veut dire que la classe C, elle va hériter de tout ce que j'ai dans la classe A et elle doit implémenter toutes les méthodes que j'ai annoncées dans l'interface I. Voilà le lien. Le schéma, voilà. Donc, classe B, extends A, implement I. D'accord? Voilà. Donc, le lien implement, c'est la flèche vers le haut avec des pointillés. Et le lien extends, en fait, c'est le triangle vers la superclasse. D'accord? Donc, lorsque je demande de faire un schéma de classe, vous avez des liens entre les classes. Donc, lorsqu'on demande un schéma de classe, on peut avoir des héritages, des agrégations, des traits simples, des implémentations et ainsi de suite, des traits comme ça en pointillés. Voilà, donc je reviens à mon schéma. La classe B hérite de tous les attributs et méthodes de A, c'est le lien externe, c'est l'héritage, et doit implémenter toutes les méthodes de l'interface I.
Maintenant, si la classe B n'implémente pas toutes les méthodes de l'interface I, elle va être abstraite. Alors, définition d'une classe à partir d'une interface et d'une autre classe, toujours dans le même... un exemple dans le même ordre d'idées. Voilà. Je vous laisse regarder l'exemple. Voilà, donc là, c'est la question par rapport à l'exemple. Je veux implémenter une classe cercle graphique. Bon, pourquoi je l'appelle cercle graphique? Parce que c'est un cercle que je vais dessiner. Je vais dessiner à l'écran. D'accord, donc je vais utiliser des méthodes de dessin qui sont prédéfinies. Donc, je vais implémenter une classe cercle graphique à partir d'une classe cercle. On connaît la classe cercle. Un cercle, il est défini par un centre et un rayon, etc. Donc, je peux mettre une méthode surface, une méthode périmètre, une méthode déplacer, une méthode redimensionnée. On a vu pas mal cette classe. Hein. D'accord. Donc, la classe cercle graphique que je définis à partir d'une classe cercle et d'une interface traçable. Ça veut dire, en fait, pourquoi je l'appelle traçable, c'est un objet que je peux tracer à l'écran. Je l'ai appelé traçable. Ça veut dire que je peux dessiner, c'est tout. OK. Donc, à partir de l'interface traçable et de la classe cercle, je vais définir une classe cercle graphique. Vous voyez le lien? À partir de l'interface interface traçable, je vais avoir le lien implement. À partir de la classe cercle, je vais avoir le lien extends. Donc, c'est exactement ce que je viens d'annoncer dans la diapo précédente. Voilà. Donc, voici ma classe cercle, toute simple, d'accord, avec un centre de type point, un rayon de type double. J'ai le constructeur cercle, point et voilà, avec deux paramètres. Voilà, donc je renseigne les deux attributs centre et rayon. Et j'ai des méthodes, bien sûr. Je disais là, je peux avoir la méthode toString, la méthode affichée, la méthode redimensionnée, la méthode déplacée, surface, périmètre, et ainsi de suite. Tout ce qu'il y a de classique sur cette classe cercle. Regardez cette interface traçable. Public interface traçable. J'ai mis une constante de classe. Là, j'ai eu besoin de mettre une constante de classe. Par exemple, je décide que la dimension maximale de ce que je vais tracer est égale à 100. Bon. Une dimension max, ça veut dire un rayon qui ne dépasse pas 100. Sinon, ça va sortir peut-être de l'écran. Donc, final statique, dimension max égale à 100. Une constante de classe. Regardez ce que j'ai mis comme méthode. C'est une méthode abstraite. Hein. D'accord, c'est une méthode abstraite, mais je ne mets pas abstract parce que je suis dans une interface. Donc, ni j'ai mis abstract dans l'interface, ni j'ai mis abstract dans la méthode dessinée parce que c'est implicite. C'est une méthode abstraite. D'accord. Donc, cette méthode dessinée, je vais lui donner un objet G de type graphique. Graphique, c'est une classe prédéfinie hein, dans AWT. C'est en fait c'est le premier. C'est le premier package des objets graphiques. Mais sinon, vous avez aussi le package Swing. Voilà. Donc, dessiner graphics G.
Voilà, donc cette méthode dessinée, elle est de type void. Elle a besoin d'un objet G de type graphics. Graphics, c'est une classe prédéfinie. Donc, on vous écrit quand même des commentaires. G est un objet de la classe graphics du package java.awt. C'est pour ça que je l'ai importé au début. Import java.awt.graphics. D'accord. Donc, retenez que dans cette interface, j'ai une dimension maximale de 100 et j'ai juste une seule signature de méthode, c'est la méthode dessinée. On avance. Donc, cercle graphique, je dois pouvoir implémenter des objets que je peux dessiner à l'écran, des cercles que je peux dessiner à l'écran. Donc, comment je définis cette classe? Classe cercle graphique, extend cercle, implement traçable. Donc, finalement, c'est quoi extend cercle, implement traçable? C'est le schéma que j'ai mis ici. Extend cercle, implement l'interface traçable. Regardez ce que j'ai ajouté dans cette classe cercle graphique. Bien sûr, dans la classe cercle, j'ai déjà deux attributs. J'ai le rayon et j'ai le centre. Et dans cette classe cercle graphique, j'ai ajouté la couleur. En fait, ça va être après la couleur du tracé. Je veux tracer en bleu, je veux tracer en rouge, je veux tracer en jaune, etc. Bon. Color, donc couleur de type color. J'importe la classe color du package AWT. Parce que les couleurs, elles sont prédéfinies hein, dans une classe color. Voilà, donc j'ai un attribut supplémentaire, c'est la couleur. Regardez le constructeur. Donc le constructeur, il s'appelle cercle graphique, c'est normal, et il doit renseigner le centre, le rayon et la couleur. D'accord. Bon, moi j'ai décidé qu'il renseigne aussi la couleur, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus. Donc, on appelle le constructeur de la classe cercle avec centre et rayon, avec C et R. Donc, super, C, R. Jusque-là, rien ne change, hein, c'est l'héritage. Appel du constructeur de la superclasse, qui est la classe cercle. Parce que vous voyez, extend cercle. Et après, je renseigne l'attribut couleur égale cool. Cool, c'est de type color. Donc là, je pourrais après appeler avec color.red, color.yellow, color.blue, etc. Donc, c'est des couleurs prédéfinies. Hein. D'accord. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai défini donc, ma classe cercle et implémente l'interface traçable, je suis obligée d'implémenter la méthode dessinée. Parce que dans l'interface traçable, j'ai une signature de méthode dessinée, d'accord, qui n'est pas implémentée. Donc maintenant, on va implémenter la méthode dessinée de l'interface à l'intérieur de cette classe cercle graphique. Voilà. Je vous laisse regarder cette méthode. La méthode dessinée, comment je l'ai implémentée.
Voilà, donc la méthode dessinée, elle utilise quand même des méthodes assez spécifiques, vous la voyez. Cette color, draw oval, cette color, c'est pour en fait prendre la couleur de dessin, d'accord? C'est la couleur que j'aurais définie pour mon objet cercle graphique. En fait, je pourrais définir après, lorsque je fais new cercle graphique, je peux faire new cercle graphique et la couleur, je mets color.red, d'accord? Color.blue, etc. Donc, je définis ma couleur à l'aide de l'objet G qui est de type graphics. Je ne peux pas travailler comme ça sans l'objet graphics. D'accord. Draw Oval, c'est pour dessiner, c'est une méthode qui permet de dessiner à l'écran un cercle. D'accord. Qui permet de dessiner un cercle. Et la méthode, elle a besoin de 4 paramètres. Donc, elle dit, je n'ai rien inventé, hein, c'est pas moi. Hein. Donc, elle a besoin de 4 paramètres. Le centre point X moins le rayon, centre point Y moins le rayon, 2 fois le rayon et 2 fois le rayon. Voilà, c'est comme ça. Là, on a les paramètres par la méthode Draw-Oval. C'est quelque chose de prédéfini en Java, hein, d'accord? Donc, pour dessiner un cercle, vous devez donner les 4 paramètres à la méthode Draw-Oval. Vous lui donnez le X du centre moins le rayon, le Y du centre moins le rayon, et les 2 autres paramètres, c'est 2 fois le rayon et 2 fois le rayon. Là, on a les valeurs qu'il faut donner. Donc, quand même, on a mis un test. Si le rayon est inférieur à la dimension max qu'on avait définie dans l'interface, on va dessiner le cercle. Sinon, on va dire le rayon est trop grand. Voilà. Ça veut dire qu'on a défini une dimension max pour ne pas dépasser une certaine dimension. D'accord? Voilà. OK. Donc, cette classe, si on inverse, on met implements après extend. Pourquoi tu veux inverser? Tu essayes, hein, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cherché, je ne me suis pas posé cette question. Tu veux mettre implement traçable, extend cercle. Tu essayes, hein, je ne sais pas. Et il faut plutôt regarder autre chose. Bon. OK. Donc, cette classe, par exemple, traçable, j'aurais pu l'utiliser pour cette interface traçable. J'aurais pu l'utiliser pour faire quoi encore? Là, on a utilisé pour implémenter un cercle graphique. On peut l'utiliser pour implémenter autre chose. Par exemple, est-ce que vous avez entendu ma question? L'interface traçable, ce n'est pas uniquement pour implémenter un cercle graphique. Je peux l'utiliser pour implémenter quoi, par exemple? Allô? Un carré. Vous entendez? Pardon? Allô? On peut dessiner un carré. Voilà, je peux dessiner n'importe quelle forme. D'accord? Un carré, un rectangle, un trapèze, je ne sais pas, on peut dessiner une autre forme. Là, j'aurais pu, par exemple, avoir une classe carré graphique, extends carré, implements traçable. D'accord? Et là, je vais avoir en fait tout ce qu'il faut pour carré. Donc, je reprends la classe carré avec le côté, etc. Et voilà, pour rectangle, la même chose, pour le trapèze, la même chose. Ce qui va changer, il n'a la méthode dessinée. Je ne vais pas utiliser Draw Oval. Je vais utiliser la méthode qui permet de dessiner un carré, par exemple. Draw Square. OK, par exemple. Pour dessiner un carré, ça va être autre chose. Et peut-être que c'est une méthode qui aura uniquement un paramètre, 2 paramètres, j'en sais rien. D'accord. Donc, c'est la méthode dessinée, c'est l'implémentation de la méthode dessinée qui va changer par rapport à cette interface. Lorsque je veux dessiner un cercle, j'utilise Draw Oval. Lorsque je veux dessiner une ligne, c'est Draw Line, par exemple. Lorsque je veux dessiner un carré, ça va être Draw Square, etc., ainsi de suite. OK? Donc, c'est l'implémentation qui va changer.
de la méthode dessinée, mais sinon l'interface traçable, je peux l'utiliser pour n'importe quelle autre forme. Voilà, regardez ici dans la méthode main. Dans la méthode main, voilà, je crée un point avec les coordonnées 3, 2. Je crée le cercle graphique C égale new cercle graphique avec le point P qui a les coordonnées 3, 2, un rayon 3,5 et une couleur colonne point net. D'accord, c'est une valeur. C'est une valeur prédéfinie de couleur, color.red dans la classe color. Je crée un objet graphique, graphics G égale new graphics, parce qu'il me faut l'objet G. Après, j'appelle C point dessiné de G. Si je reviens à la méthode dessinée, la méthode dessinée, elle est de type void, elle a besoin d'un objet graphics. D'accord? Voilà. Donc voilà, C point dessiné de G. Et on dessine comme ça le cercle à l'écran. Fin de la classe, programme dessin. Voilà, un programme de dessin. C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc la remarque, de la même manière, on pourrait utiliser la classe carré et l'interface traçable pour implémenter un carré graphique. Il suffit d'implémenter la méthode dessinée pour dessiner un carré. Voilà, autre interface en Java. Donc, vous avez l'interface comparable, vous avez l'interface clonable, vous avez l'interface sérialisable, l'interface collection, l'interface comparator, je ne l'ai pas mise ici, l'interface set, l'interface list, l'interface map. En fait, les dernières interfaces Redo, c'est les interfaces qui sont utilisées pour le framework des collections, tout ce qui est liste, ensemble, pile, table de hachage, etc. C'est avec ces interfaces, collection, set, liste et map. D'accord. En fait, les autres, donc comparables, clonable, sérialisables, elles ont une autre utilisation. Donc, les interfaces permettent d'implémenter un ensemble de classes qui offrent un service minimum commun. Quand je dis service minimum commun, c'est les signatures de méthodes qui sont identiques. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir après, on a utilisé la méthode add. On a utilisé la méthode add. Bon, je l'écris, mais la méthode add. On l'a déjà utilisé. On l'a utilisé avec quoi, s'il vous plaît, la méthode add? Allô? La méthode add, avec vector, avec quoi encore? ArrayList, oui. On l'a utilisé avec vector, on l'a utilisé avec ArrayList. On va l'utiliser aussi avec un set, un ensemble. D'accord? Donc, la méthode add, vous pouvez l'utiliser avec vector, ArrayList, avec le set, le H7. C'est des ensembles. H7, le tree set, la linked list, d'accord, et ainsi de suite. Voilà. Donc, la méthode, elle a le même nom et la même signature. La méthode add, elle a le même nom et la même signature avec toutes ces structures. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui a été définie dans une interface, l'interface collection. D'accord. Donc, après, vous allez voir que dans l'interface collection, on a la méthode add. D'accord. Cette méthode, elle est utilisée partout. Avec vector, avec ArrayList, avec linked list, avec le H7, avec le tree7, etc. C'est pour ajouter un élément dans la structure. Sauf que la méthode, elle est implémentée différemment dans le set, dans le H7, elle est implémentée différemment dans la linked list, dans la ArrayList, etc. Ce n'est pas les mêmes implémentations. D'accord. Donc, c'est carrément le principe de signature de méthode qui est hérité à partir d'une interface. Donc, les interfaces permettent de faire du polymorphisme avec les objets des classes qui les implémentent. D'accord. Donc, un objet de type sous-classe,
un objet de type sous-classe, en fait, qui implémente l'interface, et forcément un objet de type interface. D'accord? C'est forcément un objet de type interface. OK. Alors, les interfaces permettent d'utiliser sans connaître leur type réel. Voilà, comment ils sont implémentés. Donc, on avait vu dans l'exemple. Je ne sais même pas comment la liste elle est implémentée. Est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que c'est une liste chaînée, etc. Mais quand même, je peux écrire en fait de manière standard les signatures de méthodes et je peux appeler ces méthodes indépendamment des implémentations une fois qu'elles sont implémentées dans les classes. Les interfaces, enfin, le dernier point, permettent de simuler l'héritage multiple. Donc, on a vu qu'une classe, je peux l'implémenter à partir d'une autre classe et d'une interface. C'est simuler en quelque sorte un héritage multiple. Voilà. Juste un petit complément. Donc, on avait dit que dans une interface, je ne peux trouver que des signatures de méthodes. Il faut savoir qu'à partir de la version 8 de Java, d'accord, le JDK 1.8, à partir de cette version, les interfaces permettent de définir quand même des méthodes statiques et des méthodes par défaut. Donc, vous risquez de trouver dans des interfaces des méthodes qui sont définies, mais c'est des méthodes, c'est des default méthodes définies avec public default, d'accord, ou bien public static, ou des méthodes statiques, d'accord, mais pas des méthodes d'instance. OK, voilà, mais ça, c'est à partir de la version 8. Mais avant la version 8, tout ce qu'on a dit sur les interfaces, c'est qu'elles ne contiennent que des signatures de méthodes, restent valables. D'accord? Mais à partir de Java 8, vous pouvez trouver des signatures de méthodes ou alors des méthodes qui sont définies, mais c'est des méthodes statiques ou des méthodes par défaut. Mais après, il faut lire à quoi elles servent ces méthodes statiques, les default méthodes, etc. Donc, je ne veux pas vous embrouiller dans ce cours avec ça, parce que ça va prendre encore une séance de plus. Voilà. C'est juste une indication. Si vous trouvez dans une interface une default méthode ou une statique méthode, sachez que à partir de Java 8, cette possibilité, elle est offerte. Mais avant, non. Avant Java 8, non. Voilà, donc on va continuer après sur les collections avec des exemples de manipulation de collections. Entre autres, on va voir, en fait, les collections, elles sont définies à partir d'interfaces, hein, donc, c'est une suite logique de ce cours. Les collections, elles sont implémentées à partir d'interfaces. OK. Et donc, on va voir les collections avec des exemples. Et je prévois donc la séance de demain, Inch'Allah, pour faire les exercices. Donc, je reviens sur les exercices polymorphisme, l'exercice 4 notamment de la série 4. Et on verra, est-ce qu'on va faire un exercice sur les collections là. Bon. OK. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter la séance. C'est la même chose. Après, on va reprendre cette question. C'est quoi la différence entre vector et arraylist? C'est par rapport aux accès concurrents. Le multithreading, c'est tout. Il y a une classe qui gère les accès concurrents, une autre classe qui ne gère pas les accès concurrents. Mais sinon, pour la manipulation, c'est exactement la même chose. Après, on va y revenir parce que c'est des classes de collection. Voilà, donc bonne continuation. On se voit à 13 heures, Inch'Allah. Merci, madame. Merci.